Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de ce 30 mars 2023 sur l'engagement communautaire. Je suis Jean-Jacques Brou, chargé de programmes au sein des programmes de communication John Hopkins, en abrégé CCP. Ce webinaire d'aujourd'hui est présenté par le volet Springboard du projet Break for Action. Break for Action est un programme phare financé par l'USAID pour le changement social et de comportement. Ce projet mondial accélère le changement social et de comportement par le biais d'outils et de processus de pointe fondés sur des données probantes qui encouragent l'adoption des comportements sains tout en abordant les obstacles structurels et les normes sociales et sexuelles sous-jacentes qui empêchent les services et les pratiques positives en santé. Sous la direction du Centre des programmes de communication John Hopkins, en abrégé CCP, Break for Action est mise en œuvre en collaboration avec le partenaire principal Save the Children et d'autres partenaires techniques et spécialisés comme IDF 42, Think Place, Campbell Collective, Centre international de recherche sur les femmes et Viamo. Eh bien, qu'est-ce que Springboard? Donc, le volet du projet qui organise ce webinaire. Il faut savoir que Springboard est une communauté virtuelle des professionnels du changement social de comportement. Donc, Springboard a en son sein plus de 4000 membres issus de plus de 100 pays. Donc, Springboard est une plateforme qui met en relation les professionnels du changement social de comportement, favorise le partage de connaissances, le partage des ressources. Et Springboard sert de référentiel aux membres de trouver d'autres webinaires, également des offres d'emploi et d'autres opportunités sur Springboard. Springboard peut vous aider à améliorer vos compétences en CSC, Springboard peut vous aider à améliorer vos compétences en CSC, à entrer en contact avec des collègues et des experts en CSC de partout le monde. Et peut aussi vous aider à trouver des ressources CSC de haute qualité, des événements et bien sûr des offres d'emploi que j'ai mentionnées précédemment. Donc, si vous n'êtes pas encore membre de Springboard, nous vous encourageons à vous inscrire aujourd'hui sur Springboard. Nous débuterons ce webinaire d'aujourd'hui par une présentation et à la fin, nous aurons un temps d'échange. À présent, je vous propose de voir l'agenda de ce webinaire. Donc, la présentation technique sera faite par Ousmane Chiwa, qui est coordinateur terrain à Break for Action, donc au niveau du bureau Save the Children au Niger, et aussi un autre collègue Break for Action du Niger. Pour ce webinaire, tous les micros des participants seront coupés. Cependant, nous vous prions de bien vouloir vous présenter en laissant votre nom, votre prénom et votre pays dans le chat. N'hésitez pas aussi à utiliser la fonction chat en bas de votre écran pour poser votre question pendant la présentation. Donc, nous reviendrons certainement à vos questions que vous allez laisser dans le chat lorsque nous passerons à la partie des échanges. Donc, lors du jour, la présentation technique, après nous aurons un temps d'échange, comme je l'ai mentionné, et l'information récente sur les opportunités de renforcement des capacités en CSC que nous avons à notre niveau et que nous allons vous partager. Maintenant, je vais donner la parole au premier présentateur, M. Ousmane Chiwa de Save the Children Niger. Il est spécialiste en engagement communautaire pour le changement social et de comportement. Il nous parlera de ce que c'est que l'engagement communautaire, des directives indispensables pour réussir à impliquer les leaders communautaires. Ousmane, si vous m'entendez, vous avez la parole. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir, chers collègues, bonsoir, chers partenaires, bonsoir à toute l'instance. Donc, comme Jean-Jacques vient de le dire, je m'appelle Ousmane Choua, je suis le coordinateur terrain pour le projet Breakthrough Action Niger. Donc, aujourd'hui, nous allons partager avec vous l'expérience du projet Breakthrough Action Sahel Rise sur l'engagement communautaire qu'on a eu à mener au niveau des 2 régions au Niger. Donc, ces présentations portent effectivement sur les engagements effectifs des leaders communautaires pour le changement social et comportemental. Comme je le disais tantôt, c'est une expérience qui concerne le projet Breakthrough Action Sahel Rise qu'on a eu à mener au niveau opérationnel dans 2 régions du Niger, à savoir la région de Zander et la région de Maradi. Donc, le projet Breakthrough Action avait initié une approche qu'on appelle le cycle d'action communautaire en phase pilote au niveau de ces 2 régions en partenariat avec, les IP de l'USAID et en collaboration avec les structures étatiques des services déconcentrés du ministère de la Santé et de certains ministères des thématiques d'intervention du projet Breakthrough Action. Slide. Donc, comme Jean-Jacques avait parlé, le projet Breakthrough Action, c'est un projet qui vise l'accroissement de la pratique des comportements prioritaires en matière de santé, ainsi que les normes sociales qui les soutiennent. Donc, ce projet intervient au niveau opérationnel, au niveau des 2 régions, notamment la région des Anders et la région des Maradi, et a comme thématique d'intervention la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, la nutrition, l'eau, l'hygiène et assainissement et le paludisme. Donc, au niveau de ces 2 régions, nous avons eu à travailler avec les partenaires IP de l'USAID qu'on va essayer de présenter au niveau de la diapo suivante. Donc, en termes de partenaires, comme j'avais annoncé, il y a 2 types de partenaires. Les partenaires gouvernementaux, à savoir le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, les mairies et les CSI. Mais pourquoi le choix de ministères étatiques? Donc, Breakthrough, c'est un projet qui a pour mandat d'accompagner le gouvernement du Niger à travers le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, ainsi que les structures déconcentrées au niveau des différentes régions. Et pourquoi le choix du ministère tel que le ministère de l'Hydraulique, l'Agriculture, l'Aménagement du territoire? Comme j'avais annoncé sur le diapo précédent, ce sont des ministères qui relèvent des thématiques d'intervention du projet Breakthrough Action. Donc, c'est pourquoi le choix, toutes les actions en matière de santé au Niger relèvent du domaine et des compétences du ministère de la Santé publique. C'est pourquoi le choix du ministère de la Santé publique. Et les autres ministères relèvent des thématiques d'intervention du projet Breakthrough Action. Nous avons aussi les partenaires des organisations non gouvernementales et surtout les partenaires IP de l'USAID, tels que Hamzeri, piloté par CARE International au niveau de la zone, au niveau de la région des Maradi, tels que le programme GIRMA, piloté par CRS au niveau de la région des Anders, le programme Wadata et Kulawa, piloté par Save the Children au niveau de la région des Anders et au niveau de la région des Maradi. Tout de même, nous ne perdons pas de vue le partenaire communautaire pour lesquels nous travaillons ensemble en synergie avec, que ce soit avec l'État ou que ce soit avec les partenaires non gouvernementaux. Diapo. Donc, nous, en tant que projet, nous visons, notre but est d'amener les membres de cette communauté à être acteurs
de leur propre développement et de leur survie. Donc, en tant qu'objectif, nous attendons comme objectif le renforcement des systèmes du secteur public. Pourquoi le renforcement? Comme on avait annoncé tantôt, nous travaillons avec les systèmes étatiques au niveau de notre zone d'intervention. Et le projet Breakthrough Action a pour mandat de renforcer la capacité, le renforcement de la capacité de ces acteurs au niveau de nos zones d'intervention. Donc, nous assurons aussi la redevabilité envers les populations. Et qu'est-ce que nous voulons assurer à travers cette redevabilité? C'est d'amener les populations pour lesquelles nous travaillons à être capables de dire ce qu'ils pensent par rapport à notre intervention. S'ils sont satisfaits, s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent nous faire des feedbacks et ils peuvent s'engager librement à travers nos actions, à travers les actions que nous visons envisager avec eux. Créer la redevabilité sociale. Qu'est-ce que nous entendons par redevabilité sociale? La redevabilité sociale consiste dans la mise en œuvre ensemble avec certaines structures telles que la mairie, telles que les CSI, avec l'appui conjoint, la mise en œuvre conjointe, à ce que cette communauté soit capable de dire ce qu'elle pense, soit capable de faire des réclamations en cas d'oubli ou bien en cas de nécessité, par exemple, lors d'une campagne, ou qu'un village soit omis dans cette campagne, puisque les membres du village puissent dire que nous aussi, nous avons besoin à ce que notre village soit pris en compte. Et puis, dans l'implication, je disais, des municipalités, les mairies sont impliquées dans la mise en œuvre de cette activité d'engagement communautaire. Et les mairies sont sensibles aux besoins de cette communauté pour lesquels nous travaillons et ils peuvent eux aussi contribuer à aider cette communauté. Donc, renforcer le système communautaire. À travers cet objectif, nous travaillons avec les structures communautaires déjà qui sont sur place et les structures qui seront mises en place pour renforcer leur capacité à être à la hauteur des tâches qui leur sont dédiées. Et l'ensemble des activités qui sont menées conjointement avec les partenaires visent à atteindre l'objectif, celui de susciter le changement social et comportemental au niveau communautaire. Diapo. C'est quoi le cycle d'action communautaire? Le cycle d'action communautaire est un processus de dialogue public et privé par le biais duquel les gens définissent qui ils sont, ce qu'ils souhaitent et comment ils peuvent l'obtenir. Donc, c'est une voie pour un changement social profond qui s'articule autour de l'ensemble de cette phase que vous voyez sur le schéma d'en face. Donc, ce cycle est composé de 7 phases et c'est l'ensemble de ces 7 phases-là qu'on appelle le cycle d'action communautaire. Donc, au niveau de la phase 1, on s'est préparé à mobiliser. Au niveau de la phase 2, on a organisé la communauté pour l'action. Au niveau de la phase 3, on a exploré les problématiques et fixé les priorités du programme. On a au niveau de la 4e phase, planifier ensemble, agir ensemble au niveau de la 5e phase, évaluer ensemble et puis se préparer à passer à l'échelle. Donc, ce que j'aimerais ajouter au niveau de ce graphique, nous avons une série de phases qui sont interdépendantes. Et on ne peut pas directement sauter une phase sans pour autant passer par la première phase pour mener une activité tant que, si par exemple, le programme ou le projet en question ne cherche pas une adaptation de cette approche cycle d'action communautaire où on peut commencer à partir de la 3e phase. Donc, on va essayer de développer l'ensemble des phases que nous avons vues, comment nous avons déroulé les activités au niveau de ces différentes phases au niveau de la diapo suivante. Diapo. Donc, dans la mise en œuvre du processus du cycle d'action communautaire, au niveau de la phase 1, avec le projet Breakthrough Action, nous avons travaillé d'abord au niveau de cette phase, au niveau programmatique. On n'est pas encore au niveau village. On n'est pas encore dans la communauté. Donc, comme on avait déjà annoncé antérieurement, nous avons travaillé avec des partenaires étatiques et avec des partenaires des organisations non gouvernementales
on a mis en place une pool de formateurs nationaux qui est au niveau national. Et après cela, on a mis en place une pool de formateurs au niveau des régions où on avait procédé à la formation, par exemple, de l'ensemble de ces membres-là qui sont issus de ces différents ministères et de ces différents partenaires que nous avons eu à annoncer. Donc, après cela, nous avons fait orientation, après la formation des formateurs au niveau national, la formation des formateurs au niveau régional, nous avons procédé à l'orientation des partenaires au niveau des districts. Comme le projet avait initié cette approche en phase pilote et dans les zones d'intervention des partenaires IP, donc, et ces partenaires sont au niveau soit des régions ou interviennent aussi au niveau des départements. Donc, au niveau des districts, on avait initié d'engager des processus d'orientation des partenaires qui sont au niveau des départements, qui sont au niveau des districts, pour les informer sur le processus et comment nous allons mener cette approche-là ensemble au niveau de ces zones d'intervention. Maintenant, la quatrième étape avait consisté à la mise en œuvre des équipes multisectorielles de mobilisation communautaire. C'est quoi cette équipe multisectorielle de mobilisation communautaire? Donc, c'est une équipe qui a été mise en place en prenant en compte les représentants, par exemple, des différents ministères qu'on avait initiés, qu'on avait annoncés au début, des représentants du ministère de l'hydraulique, ministère de la santé, ministère de l'agriculture, ministère de l'élevage, pour mettre cette équipe multisectorielle de mobilisation communautaire au niveau de chaque district. Après la mise en place de ces équipes, nous avons procédé à la formation, au renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs de ces équipes multisectorielles au niveau des différents districts. Ça, c'est au niveau programme. On n'est pas encore dans la communauté. Maintenant, après la deuxième phase, nous sommes maintenant... Je n'ai pas encore fini, Jacques, au niveau de la deuxième phase. Donc, au niveau de la deuxième phase, nous avons fait l'étude du milieu. Donc, en fonction, comme déjà on a identifié les CSI dans lesquels nous avons intervenir au niveau de la première phase, on a déjà identifié l'ensemble des villages. Donc, on a initié des contacts avec la communauté pour créer la confiance et tisser des relations qui vont favoriser un climat de partenariat durable. Donc, au cours de ces entretiens, nous avons organisé des rencontres d'orientation des leaders. Donc, l'approche est basée sur l'aide de santé. Nous avons pris connaissance de l'ensemble des villages administratifs rattachés à chacune de ces aides de santé. Et maintenant, sur la base de ce village administratif, nous avons convié l'ensemble de ces villages, pour l'ensemble des représentants des leaders de ces villages, pour les orienter sur ce que le projet Breakthrough Action voudrait mettre en œuvre en partenariat avec eux au niveau de leur village. Maintenant, c'est comme ça qu'on les avait orientés pour les informer sur les différentes thématiques d'intervention. Et là aussi, ce que j'aimerais partager avec l'instant, c'est que ces leaders-là ne sont pas dans la majorité des gens qui sont lettrés. Donc, nous avons organisé une sorte de CNET qui prend en compte l'ensemble des thématiques d'intervention du projet en collaboration avec cette équipe multisectorielle, puisque c'est cette équipe qui a le lead de conduire les activités au niveau communautaire et le projet vient en appui à travers le renforcement des capacités à ces équipes. Donc, on avait passé en revue toutes les thématiques d'intervention à travers ce CNET pour démontrer à ces leaders d'opinion, à ces leaders, pour qu'ils voient l'ensemble de ces thématiques d'intervention, les problèmes liés, les bonnes pratiques et comment on peut travailler ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on a pu orienter l'ensemble de ces villages, des leaders de ces villages. Et maintenant, on les avait invités à chacun des leaders d'aller retourner dans leur village pour restituer ce qu'on a eu à faire ensemble au cours de cette rencontre d'orientation. Et maintenant, après cela, on les avait convoqués pour qu'ils nous fassent un feedback. Maintenant, au cours de ce feedback-là, on avait signé un engagement avec l'ensemble de ces leaders. Et il y avait une fiche d'engagement sur laquelle les leaders vont s'engager librement, soit à travailler ensemble avec le projet, en partenariat avec les IP, les structures déconcentrées des différents ministères qu'on avait cités, où ils ont la possibilité de ne pas assister librement. Donc, c'est comme ça qu'on avait, de façon unanime, on avait travaillé ensemble et qu'ils ont accepté pour
chacun signe cet engagement pour la bonne collaboration. Après cela, nous avons procédé à l'identification, au diagnostic des plateformes communautaires existantes qui sont au niveau des différentes structures. Après cela, nous avons mis en place ce qu'on appelle les groupes d'action communautaire qui est un organe qui assure le leadership de la mise en œuvre des activités au niveau de l'ensemble des différentes aires de santé qui ont été ciblées pour cette phase pilote. Et ces groupes d'action communautaires ont été identifiés en identifiant un représentant au niveau de chacune de ces structures qui existent au niveau de ces villages pour mettre en place cette structure qui va chapeauter le leadership au sein de ces villages. Diapo. Donc, au niveau de la troisième phase, ce qui consiste à faire l'exploration des problèmes, nous avons travaillé avec le groupe d'action communautaire qui a été mis en place pour faire une première rencontre d'exploration pour identifier l'ensemble des problèmes que connaissent leur village en fonction, qui connaissent les villages en fonction des thématiques d'intervention du projet. Et maintenant, nous avons fait la rencontre villageoise d'exploration. Après que les problèmes ont été identifiés, les problèmes ont été priorisés, on a fait une rencontre villageoise où les membres du groupe d'action communautaire sont allés sur le terrain pour faire la collecte des données. Après cette collecte de données, on a identifié les problèmes, on a fait la priorisation des problèmes prioritaires et faire l'analyse. Maintenant, après cette phase d'analyse, nous avons procédé à l'élaboration des plans d'action communautaire sur la base des différentes thématiques d'intervention. Maintenant, après l'élaboration du plan d'action communautaire, on avait fait des rencontres de validation des plans. Maintenant, lors de ces rencontres de validation, nous avons retenu quelques observations en lien avec ces différentes activités qui sont planifiées pour finaliser maintenant en intégrant des observations des uns et des autres pour finaliser les plans d'action. Diapo. Maintenant, après avoir élaboré le plan d'action et validé, nous avons commencé à faire la mise en œuvre ensemble avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'équipe multisectorielle de mobilisation communautaire, les groupes noyaux, les groupes d'action communautaire, les acteurs qui sont au niveau terrain des membres, les acteurs de terrain des IP, des USAID. C'est ensemble qu'on a fait cette mise en œuvre des plans d'action communautaire au niveau de l'ensemble de ces aides de santé qui ont été retenues. Maintenant, après chaque mois, on fait des rencontres mensuelles de monitorage et des reprogrammations et de planification des activités. Et à la fin, on fait aussi le rapportage pour partager les activités réalisées, les défis et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, après la phase 6, nous avons procédé à la rencontre préparatoire pour planifier l'évaluation. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pour cela, il faudrait faire un travail en amont. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Quels sont les outils qu'on va utiliser? Quelles sont les personnes qui seront impliquées à cette évaluation? Maintenant, après avoir mis en place cette équipe, nous avons procédé à faire une collecte de données sur le terrain. Après cette collecte, maintenant, nous avons procédé à l'analyse, à la rencontre communautaire. Après avoir fait la collecte, on a fait l'analyse et on est allé dans chaque village pour faire le feedback aux membres de la communauté. Diapo. Donc, je vais laisser la main à M. Jean-Jacques pour qu'il puisse donc introduire mon collègue Hassan qui va aussi parler de la suite de... Merci à M. Ousmane. Merci, M. Ousmane, pour cette très belle présentation sur le processus de l'engagement communautaire. À travers votre présentation, nous apprenons que l'engagement communautaire suit un processus. Et ce processus est réparti en 7 étapes, bien connues sous le nom de cycle d'action communautaire pour la réussite des interventions communautaires. Nous vous remercions pour cette riche présentation. Nous reviendrons certainement vers vous dans la partie des échanges.
Donc, comme annoncé, nous allons continuer cette série de présentations avec Monsieur Hassan, aussi de Save the Children. Donc, nous sommes aujourd'hui chanceux d'avoir deux de nos collègues de Save the Children Niger qui, lui, nous parlera de quelques réussites de l'implication des leaders communautaires, des autorités administratives et sanitaires. Donc, merci de rester toujours en ligne pour ce webinaire. Monsieur Ousmane, non, Monsieur Maman, vous avez la parole. Merci. D'accord. Bonsoir, chers participants. Comme l'avait déjà annoncé Jean-Jacques, je suis de Breakthrough basé à Maradi. Je suis le coordinateur terrain. Comme l'avait déjà expliqué le collègue Chua, je pense que Jean-Jacques aussi l'a rappelé, la mobilisation communautaire à travers le cycle d'action communautaire implique la participation des communautés. Alors, à ce niveau, une fois les acteurs communautaires identifiés, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est de les mettre en évidence pour que la participation communautaire prévaut. Donc, à ce niveau, on avait commencé à travers la mise en place de noyaux communautaires pour les cycles d'action communautaire qu'on vient de piloter. Ces noyaux communautaires sont constitués des structures communautaires qui sont déjà existantes au niveau de ces 60 villages au niveau desquels on a mis en œuvre cette activité. Donc, c'est le COSA, le comité de santé, c'est le comité de gestion de santé, il y a les associations de jeunes, il y a les associations de femmes. On a pratiquement toutes les structures communautaires qui étaient représentées afin que nous créions un leadership et que cette activité puisse continuer même après l'activité de ce suivi. Donc, du coup, on a créé des cadres pour qu'il y ait une pérennité dans cette activité. Diapo. À travers cela, je m'en vais vous présenter quelques réalisations que nous avons pu faire dans la zone d'intervention. Comme l'illustre ici l'image, c'est vraiment l'implication de ces autorités administratives au niveau d'un village qui a vu la participation vraiment des autorités comme le maire et son équipe qui ont jugé utile d'accompagner cette communauté qui a si bien construite une case que vous voyez en bas qui devait servir d'une suite de couches. Lors d'un suivi avec ces élus, il s'est rendu compte que la communauté est motivée à accompagner les femmes qui viennent au niveau des centres de santé. Ça peut donner une période de pluie où les femmes vont avoir besoin d'une salle pour rester, ou bien quand la femme va venir lors de l'observation, elle aura besoin, ou bien la salle pourra être utilisée comme suite de couche. Donc, du coup, on avait vraiment montré cela et que les locaux avaient jugé utile d'accompagner à travers ces matelas que vous voyez. Il est important de dire que nous avons vraiment matérialisé cela lors d'une auto-évaluation qui a permis de voir concrètement qu'est-ce que la communauté elle-même a pu faire et qu'est-ce que les autorités ont pu faire. Et vraiment, voilà comment ça s'est matérialisé. Diapo. Toujours dans le même cadre, nous voyons ici les leaders d'opinion, les élus locaux, les jeunes, les femmes qui ont continué à faire de cette activité de mobilisation communautaire une priorité, ce qui a fait une grande mobilisation des diasporas qui ont appuyé cette zone en ambulance que vous voyez. C'est vraiment une ambulance qui était déjà dans la commune, mais malheureusement, elle n'était pas utilisée
compte tenu de son état, alors la mobilisation a permis de faire un plaidoyer à travers les diasporas, les élus locaux, pour que cette ambulance soit mise en état et servir pour transporter les patients qui ont besoin d'un traitement spécifique. Parce que il y a des zones, quand vous prenez l'exemple de ce CSI qui est là, le CSI de Marokou, il a pratiquement 3 districts sanitaires qui le coiffent. Dungas, Myria et Magaria. Donc, vraiment, cette zone avait besoin d'accompagnement. Donc, du coup, la réhabilitation de cette ambulance a permis de référer les malades au niveau vraiment des centres pour la prise en charge de qualité. Diapo. Ces images qu'on avait voulu présenter, c'est vraiment une solution palliative au niveau d'un CSI du nom de Gadori. Au niveau de ce CSI, le problème crucial qui a été identifié lors du diagnostic ou bien lors de l'exploration de ces différents problèmes, on s'est rendu compte que le CSI a un sérieux problème d'eau. Donc, pour qu'une femme vienne accoucher au niveau de ce centre de santé, on demande à la femme de venir avec un bidon d'eau. On avait trouvé cela très pénible. Ensemble avec la communauté, une proposition palliative a été faite. Donc, du coup, les noyaux communautaires, à travers les projets, essayent d'aider ces CSI à s'approvisionner en eau. Pratiquement, un zonage a été fait que les gens viennent pour utiliser des charrettes, transporter de l'eau pour venir remplir ces bacs à eau. Comme vous le voyez, une fois ce bac à eau rempli, ça pourra servir 3 à 4 jours et maintenant, ces mêmes acteurs communautaires reviennent pour remplir ces bacs à eau. Diapo. Comme je l'avais déjà dit, l'activité communautaire, à travers ce cycle d'action communautaire, tout a été fait par ces communautés eux-mêmes. J'ai jugé utile de partager avec vous quelques contributions qui ont été faites au niveau des différentes régions. Ça, il s'agit vraiment d'un accompagnement qui a été fait par la région de Zender. À ce niveau, vraiment, on a capitalisé tout accompagnement qui a été fait et ça a été matérialisé. Comme vous prenez, on a commune, on a CSI de Ouargale, district sanitaire de Gouré, commune rurale de Gidigir, région de Zender. Quand vous prenez rien que cet exemple, ces CSI avaient bénéficié d'un appui d'environ 4 600 000. La communauté, c'est elle-même qui avait mobilisé ces fonds pour répondre à ces besoins de la communauté. De façon générale, quand vous prenez cet accompagnement de la région de Zender à travers ces 4 CSI, a pu mobiliser un montant de 25 559 000 à travers la construction de latrines, la construction d'un local pour les chefs CSI. C'est vraiment des équipements de CSI. C'est vraiment la transformation des hangars où on se rend compte que vraiment ce CSI a un hangar qui a besoin de réhabilitation. Et vraiment, pour ne citer que cela, voilà de façon ramassée un montant qui a été mobilisé par cette communauté et que ces activités ont été réalisées. Ça, c'est pour la région des Zender. Le diapo suivant nous montrera la région de Maradi. Diapo. Pour la région de Maradi, aussi, ces activités ont été réalisées. Quand vous prenez l'exemple de l'achat d'une pirogue, une pirogue a été payée d'un montant de 100 000 francs. Cette pirogue du niveau de CSI de El Kolta, c'est vraiment une pirogue qui a été payée quand nous prenons la localisation de ce CSI. Au fait, le CSI était divisé par Inmar
qui venaient couper la voie aux femmes qui venaient pour les constations au niveau des CSI. Alors, notre visibilité, c'est vraiment améliorer l'utilisation des services de santé. Si déjà il y a l'eau qui vient couper la voie, les femmes ne peuvent pas venir. Donc, à travers ces diagnostics, on s'est rendu compte que disponibiliser une pirogue ambulance pourra aider ces CSI vraiment à garder le taux de fréquentation. Alors, la pirogue ambulante a été payée et disposée au niveau de la mare. Quand les femmes viennent pour l'utilisation de ces services de santé, le transport se fait gratuitement. Maintenant, pour les femmes qui viennent ou pour les gens qui veulent utiliser cette ambulance pour aller en ville pour des cérémonies, ces femmes donnent 50 francs si c'est la période où il n'y a pas beaucoup d'eau et 100 francs la période pendant laquelle il y a beaucoup d'eau. Ces 100 francs et 50 francs qui sont cotisés sont gérés vraiment par la communauté elle-même parce que celui qui doit conduire l'ambulance aura besoin d'un petit forfait pour renouveler la force. Alors, les 50 francs et les 100 francs qui sont comptabilisés sont utilisés pour que ce relais soit pris en charge. Il y a des latrines qui sont construites, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la région de Maradi. Il s'agit vraiment d'un seul district sanitaire et que c'est au niveau de 20 villages que nous intervenons. Une mobilisation au niveau de ces villages a donné un montant de 9 442 000 francs pour encourager la mobilisation communautaire. Diapo. Pour ne citer que cela, on a jugé utile aussi de partager vraiment quelques témoignages des autorités. Ici, c'est un témoignage qui a été prononcé par un chef du village du nom de Moutari Habou. C'est un village au niveau duquel l'utilisation du service de santé était très faible. Les femmes ne venaient pas au niveau de ces centres de santé. Les noyaux communautaires, quand ils ont été mis en place, ils ont visité ce village. En visitant ce village, ils ont essayé de renforcer d'abord la communication au niveau de ce village. Ce qui a permis, lui, même le chef du village, s'est engagé à accompagner la communauté à travers un petit rappel pour que les femmes s'organisent et partir au niveau des centres de santé. Alors, ce qui a permis vraiment un rehaussement de nombre de femmes qui viennent au niveau des centres de santé pour la planification familiale, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, l'accouchement assisté au niveau de ces villages aussi a été rehaussé. Je ne voulais pas citer tout ce qui a été fait au niveau de ces villages, mais le fait saillant de ces villages, c'est surtout l'utilisation de la traîne. Quand vous prenez au niveau de ces villages, quand le diagnostic a été fait, ces villages ne comptaient qu'une seule latrine. Alors que c'est un village qui comptait environ 200 ménages. Quand vous prenez un seul ménage, ça veut dire que pratiquement les gens font les défécations à l'air libre malgré la TPE qui a été promise au niveau des villages. Alors, à ce niveau, l'activité de la mobilisation communautaire et l'engagement de cette autorité a permis à ce que ces CSI arrivent ces villages arrivent à la fin de notre diagnostic à comptabiliser 102 latrines familiales. Merci. On y va. Diapo. Diapo. Nous voyons ici aussi un chef de village de Gouré, Kalla Boulama,
qui aussi avait vraiment salué cette stratégie de mobilisation communautaire qui, à travers lui, c'est cette stratégie qui a permis de rehausser le taux d'espacement de naissance au niveau de son village. Les femmes partaient au niveau des centres de santé pour récupérer les différentes méthodes de contraception. Peu importe la méthode que la femme veut, les contraceptions modernes étaient vraiment utilisées au niveau de ces villages. Ce qui a permis vraiment de voir clairement l'accouchement au niveau des CSI diminuer compte tenu de l'espacement de naissance. Ici, on a un médecin-chef du nom de Dr. Lankassoua. C'est aussi au niveau du district sanitaire de Gouré. Ce médecin-chef a jugé utile de se prononcer par rapport à l'action qui a été faite par Breakthrough Action. Il a fait un petit rappel par rapport à Breakthrough Action pour montrer que la collaboration n'est pas uniquement faite sans nous seuls, mais eux-mêmes, ils sont informés par rapport à ce qui est fait. Il a fait un bref rappel pour montrer qu'il sait que Breakthrough Action travaille sous financement de l'USAID et il l'a qualifié d'un grand partenaire au niveau de son district sanitaire. Au niveau de son district sanitaire, deux CSI reçoivent cette intervention à travers 20 villages de rattachement. Au niveau de ces 20 villages de rattachement, les responsables de santé de ces deux CSI, à savoir Walgari et Gadori, ont confirmé vraiment le rehaussement de l'utilisation des services de santé, à savoir l'accouchement assisté et les PF et tout ce qu'il y a vraiment au niveau de ces centres de santé. À ce niveau, on a jugé utile de partager. Il s'agit là d'une caravane de presse qui a visité ce village pour voir est-ce que l'activité que nous réalisons sont des activités qui peuvent être vendables. Alors, cette caravane avait discuté avec un acteur communautaire du nom de Badamas Chebou, qui est le président du noyau de ces CSI du nom de Marécou, qui a essayé de montrer le coaching qu'ils ont reçu leur a permis de faire de bonnes choses au niveau de leur village au point d'élever même les pratiques que les gens pensent que c'est des mythes où les femmes ne sont pas censées utiliser les contraceptions. Ça, c'est vraiment des mythes qui ont été relevés. Ils ont aussi vraiment discuté, il a discuté par rapport à l'allaitement maternel exclusif, où il essayait d'expliquer à cette caravane quelle est l'importance de l'allaitement maternel exclusif. Au finish, il a même parlé de vraiment le mariage précoce des jeunes filles où ils ont vraiment discuté avec cette caravane de presse. Diapo. Après cela, après la première partie qui nous a permis de voir clairement l'activité du cycle d'action communautaire, la deuxième partie qui nous a permis de voir clairement la participation des élus locaux, les autorités et les communautaires. À ce niveau, on a relevé quelques défis qu'on avait rencontrés lors de la mise en œuvre de cette activité. Le premier défi, c'est surtout la mobilité de l'équipe multisectorielle de la mobilisation communautaire. La première équipe qui a été constituée, après cette formation, beaucoup d'entre eux ont été mutés. Donc, du coup, il faut toujours penser à un recyclage de ces acteurs communautaires. On a jugé utile de partager cela pour que les gens pensent déjà à donner des propositions qu'ils pensent que pour qu'il y ait une pérennité, pour ne pas laisser vraiment ici le point sans mots. Déjà, on a commencé avec les autorités locales. Quand vous prenez les municipalités, je pense que cette activité verra vraiment l'implication des élus locaux
dans l'EMC pour qu'il y ait une pérennité au niveau de l'activité du cycle d'action communautaire. Le deuxième point part vraiment des difficultés d'activité au niveau de ces villages lors des périodes pluviales. Les activités deviennent un peu au ralenti pendant cette période. Vraiment, des propositions ont été faites pour que cette activité soit améliorée en cours. Donc, ici, par rapport à cette activité, lors de la pluviométrie, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de maximiser les suivis avant d'arriver à la période pluviométrique. Maintenant, à partir de la période pluviométrique, le suivi pourra se faire chaque 3 mois. Cela permettra vraiment de faire un suivi sans pour autant que cette activité ne soit amputée. Voilà de façon claire ce que j'ai jugé utile de partager avec vous. Merci. Jean-Jacques, je vous donne la parole. Merci Hassan. Merci Hassan pour cette belle présentation. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et merci d'avoir accepté de partager cette expérience de Save the Children Niger. Nous retenons à travers votre présentation que l'implication active des communautés, des leaders communautaires, des autorités administratives, sanitaires contribue positivement au changement durable des normes comportementales et sociales. Nous voyons que l'application de l'approche du cycle d'action communautaire est en bonne marche dans vos différents districts d'intervention au regard de l'apport de la communauté au processus de changement de comportement. Non seulement ces communautés ont adopté vos interventions, mais aussi ont contribué en ressources humaines, en nature, en espèces à des dizaines de millions de francs CFA. Alors, après une telle belle présentation, certainement les participants souhaiteraient apprendre davantage auprès de vous de manière stratégique, technique et pratique sur l'engagement effectif des leaders communautaires pour le changement social et le comportement. L'engagement communautaire est belle et bien efficace parce que nous voyons les résultats concrets et réels de vos différentes interventions. Donc, mesdames et messieurs, chers participants, nous vous remercions d'avoir accepté de participer à ce webinaire et d'être restés jusqu'à cette heure. Nous allons passer à l'étape des échanges. Donc, vous êtes libre de lever la main pour poser votre question ou soit partager votre propre histoire à succès sur l'engagement communautaire ou même demander des conseils auprès de tous ceux qui participent à ce webinaire, auprès des présentateurs aussi. Aussi, vous le voulez aussi, vous pouvez laisser votre question dans le chat. Et c'est ce que j'encourage aussi. Si vous avez la possibilité d'écrire dans le chat, laissez vos questions dans le chat. Au cas où nous n'avons pas pu répondre pendant ce webinaire, nous pouvons vous répondre par écrit. Donc, j'ai vu une main levée. Je vais prendre la première question déjà. Merci, M. Boubacar, d'avoir levé la main. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à nos amis du Niger par rapport à cette belle expérience du cycle d'action communautaire. Et merci aussi à Belle pour Action pour nous avoir donné cette opportunité de partager cette belle expérience. En fait, moi, j'avais 2 questions et puis un commentaire. La première question, c'est de comprendre un peu comment est-ce que, comme nous le savons, dans nos communautés, surtout dans nos villages, on a un nombre très élevé d'analphabètes. Monsieur Boubacar, est-ce que vous pouvez parler un peu fort pour faciliter? Vous m'entendez maintenant? C'est bon? Vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. J'ai enlevé le micro, quoi. C'est bon? OK, c'est bon. Merci. J'ai dit que c'est Boubacar Bokoum, conseiller technique communication pour le changement social et des comportements de l'ONG FHI 360 au Mali.
Je disais d'abord merci à l'équipe du Niger pour avoir partagé avec nous cette belle expérience de cycle d'action communautaire. Maintenant, j'avais 2 questions et un commentaire. Encore, ma première question, c'est de savoir, comme nous savons que vraiment la majorité de nos communautés ont un niveau d'alphabétisme très amoindri dans la population. Maintenant, est-ce que par rapport à la visualisation et par rapport à l'illustration quand même des actions à mener, vous m'entendez, Jean-Jacques Brou? C'est bon? Oui, allez-y. OK, donc je disais que par rapport à ça, comment le processus de visualisation a été mené et comment ils ont pu visualiser les actions, comment ils ont pu visualiser vraiment le processus pour amener les gens à mieux comprendre le tout lors des formations des formateurs et lors des formations aussi des formateurs régionaux ou au niveau des CSI. La deuxième question, c'est par rapport à la priorisation des actions. Quelle est la valeur ajoutée de la priorisation des actions qu'ils ont eu à mener et quelles stratégies ils ont adoptées pour mieux prioriser les actions? Parce que nous savons qu'en matière de santé, on nous donne tout un panoplie de choses et nous ne pourrons pas tout faire tout de suite. Et les communautés souvent sont ambitieuses, ils veulent voir tout régler. Maintenant, comment ils ont procédé pour pouvoir amener les communautés à se focusser sur vraiment des priorités. Ça, c'est ma deuxième question. Donc, le commentaire que j'avais, c'est par rapport surtout à l'implication des communautés. Et je pense qu'on est d'accord, on a vu quand même le témoignage d'un chef de village qui est vraiment très illustrant pour l'implication des communautés, comment ce cycle d'action communautaire a pu changer des vies dans ce village. Mais maintenant, en dehors de ça, est-ce qu'il y a encore d'autres communautés directement, par exemple une personne, ou bien une famille qui a vu un changement notoire par rapport à ce cycle, à cette action? Et si cela a été fait, est-ce que l'équipe de Product Action de Save Children, est-ce que vous pourrez mieux illustrer cela par certainement un success story, afin qu'on voit ce changement qui a été apporté grâce à ce processus de cycle d'action communautaire? Merci beaucoup, Jean-Jacques Pro, pour m'avoir donné cette opportunité et merci beaucoup au Niger pour cette belle expérience. Merci, Monsieur Boubacar. Alors, je pense que nos présentateurs ont bien pris note des questions de Monsieur Boubacar. Première question concernant la visualisation et la deuxième question concernant la priorisation des actions. La valeur ajoutée de Save Children, la stratégie et tout ça. Donc, je sais pas, je commence par Ousmane ou Maman. Ousmane? Oui, Jean-Jacques. Donc, peut-être que vous allez commencer et puis bon, après, on verra si Maman aussi a quelque chose à ajouter. OK. Donc, merci, M. Boubacar, pour nous avoir donné l'opportunité de répondre aux différentes questions que vous avez posées. Donc, par rapport à la question relative au faible niveau de la population, donc, et par rapport à la visualisation pour les former sur les différentes thématiques d'intervention. Au début, je ne sais pas s'ils nous avaient suivis. Quand on avait commencé l'orientation des leaders communautaires, on n'a pas passé par des présentations diapositives pour partager avec eux, pour les orienter sur les thématiques d'intervention du projet. On avait utilisé une séance de présentation de scénettes au cours de laquelle on avait passé en revue presque toutes les thématiques d'intervention depuis, par exemple, depuis que la femme tombe enceinte, donc depuis les activités CPN jusqu'à l'accouchement au centre de santé, les vaccinations, la planification, l'allaitement maternel exclusif de la planification familiale jusqu'au sévrage de l'enfant et l'adoption jusqu'à l'adoption de l'alimentation complémentaire, sévrage de l'enfant. Et maintenant, on avait fait une scénette avec une troupe théâtrale qui avait organisé et qui avait déroulé
devant tous les leaders de cette ère de santé. Et en ce moment, on avait demandé qu'est-ce qu'ils ont vu au cours de cette pièce théâtrale qu'on a eu à partager avec eux. C'est en ce moment, on n'a même rien ajouté de plus. C'est l'équipe multisectorielle de mobilisation communautaire qui avait un peu dirigé les différentes impressions, comment est-ce que les gens ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Et on sait, déjà à la fin même de la scène, tous les membres se sont levés pour applaudir, pour signifier que le message est bien passé. Et maintenant, à travers des séances de séries de questions-réponses, on avait un peu checké pour comprendre qu'ils ont effectivement compris le message et ils se sont engagés à nous accompagner, à les aider à nous aider à intervenir dans les différentes thématiques qu'on avait soulignées. Et au niveau communautaire, après maintenant, comme l'équipe multisectorielle de mobilisation communautaire est composée, par exemple, des communicateurs du district, de représentants du ministère du développement communautaire, de représentants du ministère de l'hydraulique, eux qui sont l'ensemble des acteurs qui ont le rôle régalien d'accompagner cette communauté, on les a formés sur l'approche. Donc, ils ont toutes les compétences nécessaires pour pouvoir orienter ces communautés à aller dans la bonne direction. En ce moment, on avait identifié au niveau communautaire, il y avait déjà des structures communautaires qui travaillent sur plusieurs thématiques. Et au niveau de l'ensemble de ces structures, on avait fait en assemblée générale, on a mis en place une structure qu'on appelle les groupes d'action communautaire ou bien les noyaux communautaires qui assurent le leadership de la mise en œuvre de ces activités au niveau communautaire. Et maintenant, l'ensemble de ces représentants des différentes structures ont formé ce qu'on appelle ces noyaux. Et c'est ces noyaux-là qui a été formé par l'équipe multisectorielle de mobilisation communautaire qui les a orientés en fonction des différentes thématiques pour pouvoir approcher, pour aller dans la communauté et dérouler les différentes activités. Certes, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais on s'était vraiment débrouillé à travers des stratégies similaires pour pouvoir passer le message. Ça, c'est en lien par rapport à la première question. Par rapport à la pérennisation, à la valeur ajoutée de la priorisation. Maintenant, quand on avait commencé au niveau de la phase 3, on avait fait l'exploration des problèmes et on a fait l'exploration de la problématique et la priorisation des différents problèmes qui ont été identifiés au niveau communautaire. Maintenant, ce groupe-là qu'on a mis en place et qu'on a formé, on avait travaillé ensemble avec eux et avec l'équipe multisectorielle pour identifier l'ensemble des problèmes que connaît leur village en lien avec les structures sanitaires pour identifier, pour dresser la liste des différents problèmes que connaît leur village. Et maintenant, en fonction de ça, nous avons utilisé une grille pour prioriser ces problèmes, pour retenir que 3 ou 2 à 3 problèmes prioritaires par thématique. Donc, c'est comme ça qu'on avait procédé pour un peu affiner le travail à travers l'élaboration de la mise, à travers l'élaboration du plan d'action communautaire pour ensuite mettre en œuvre les différentes activités qui sont retenues. Merci. Je ne sais pas si mon collègue Younoussa a quelque chose à ajouter, mais sinon, c'est comme ça qu'on avait procédé. Comme déjà, je suis d'accord avec vous, Choua, pour les deux réponses. Donc, maintenant, la troisième, c'était vraiment une recommandation en rapport avec l'histoire de succès. C'est le temps qui ne permet pas vraiment de présenter l'histoire de succès. Sinon, vraiment, on a fait beaucoup d'histoires de succès lors de la mise en œuvre de ce projet. Au niveau de ces villages, on a eu vraiment, en plus de ces témoignages qui ont été faits, beaucoup d'histoires de succès ont été élaborées pour vraiment matérialiser la réussite de cette activité. Pour ne citer que cela, il y avait un imam d'un village lors de l'évaluation qu'on était, qui s'est livré lui-même à dire vraiment quand l'activité avait commencé, la première des choses qu'il avait tiqué, lui c'est un imam, la première des choses qu'il avait tiqué, c'était vraiment en rapport avec l'accouchement au niveau des services de santé.
quand l'activité avait commencé, pour lui, que ce soit au niveau de la maison, parce que c'est un village au niveau duquel la plupart des femmes accouchent à domicile, on a essayé de leur montrer, voilà comment il faut sensibiliser la communauté sur l'accouchement assisté. Alors, les acteurs communautaires qui passaient au niveau de ces villages ont pu transmettre le message comme il se doit et la communauté avait commencé à vraiment accoucher au niveau des services de santé. Malheureusement, comme déjà lui, il avait une idée qui était cachée à lui, et son idée était aussi épousée par sa femme. Elle préfère vraiment accoucher à domicile. Alors, une petite résistance, comme lui, il a compris le message qu'on faisait en rapport avec l'accouchement assisté. Et automatiquement, le marabout nous a dit, vous voyez, c'est moi le grand marabout de ce village, mais le jour où ma femme avait dit que non, elle n'ira pas au niveau de ce centre de santé, j'ai jugé utile de la prendre moi-même sur mes épaules pour l'amener au niveau du centre de santé. Et automatiquement, la femme s'est dit, comme c'est lui-même qui encourage cela, elle est prête à utiliser les services de santé. Vraiment, il y a beaucoup d'histoires qu'on avait écrites, mais on n'a pas partagé cela. Comme on s'est dit, le temps ne permet pas de partager beaucoup de choses. On a partagé le minimum. Merci. Je pense que Boubacar m'avait bien entendu. Merci, Maman, pour ces détails. Merci. Je tiens à dire aux participants que après ce webinaire, vous pouvez toujours être en contact avec nos différents présentateurs. Donc, c'est l'un des objectifs d'ailleurs de Springboard, de connecter les spécialistes qui sont les spécialistes du domaine du changement social et de comportement de partout les différents pays pour que ensemble vous puissiez toujours collaborer et tout ça. Donc, vous aurez cette opportunité de continuer les échanges après ce Springboard. Voilà. Donc, on va pousser toujours la série de questions. Je tiens à saluer la présence de M. Telesphore Caboret, aussi de Save the Children Washington, de Renaud Card, aussi de Save the Children. Merci à toutes ces personnes qui ont fait l'effort aussi de nous rejoindre dans ce webinaire. Donc, je prends la question de Manzaman. Donc, vous avez levé la main, Manzaman, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce genre de séances qui nous permettent de toujours renforcer nos capacités. Merci au Niger pour cette belle expérience qu'ils ont partagée avec nous. Et moi, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation, c'est la contribution au financement des activités. C'est vrai que je n'ai pas pu tout suivre parce que j'avais un souci de connexion, mais j'ai compris que les communautés avaient pu contribuer à hauteur d'1 million à ces activités au niveau communautaire. Je voudrais savoir comment est-ce que la mobilisation de ces ressources-là a été faite, quel est le schéma ou la méthodologie pour mobiliser, pour que les communautés puissent contribuer à ça. Parce qu'au niveau, moi je suis au Togo, au niveau du Togo par exemple, les communautés contribuent à travers les COGES, les comités de gestion des formations sanitaires. Maintenant, est-ce que là-bas c'est un dispositif différent dans le cadre du cycle ou bien comment est-ce que ça se fait? Ma deuxième préoccupation, c'est l'implication des élus locaux. Je voudrais voir si le Niger a déjà fait une expérience avec les élus locaux, comment est-ce qu'on a pu facilement les mettre ou bien les impliquer à ces activités-là, comment est-ce qu'ils prennent en charge sur eux-mêmes, par exemple, que la santé de leur communauté soit une priorité pour eux. Parce qu'au Togo, nous sommes en train de vouloir aller vers peut-être amener les élus locaux à accorder un certain pourcentage de leur budget à tout ce qui est santé. Donc, peut-être que si on nous expliquait mieux, on pourra mieux voir comment est-ce que nous aussi on peut réorienter nos actions. Sinon, je suis Augustin Kola, je suis du Togo, je suis coordinateur d'une plateforme des organisations de la société civile pour la vaccination et l'immunisation au niveau du Togo. Je vous remercie.
Monsieur, pour ces belles questions. Donc, sans trop discuter, je passe directement la parole à nos différents présentateurs. Peut-être Maman va commencer ou je ne sais pas, Ousmane va commencer. Chers présentateurs, vous avez la parole. Merci beaucoup pour ces deux questions qui sont très pertinentes. Par rapport à la mobilisation de ce fonds, en fait, les noyaux communautaires qui sont mis en place au niveau de ces villages, chacun a un rôle à jouer. Il y a un président, il y a un trésorier. Euh, ils font des activités. Il y a des activités qu'ils font pour mobiliser la communauté. Quand vous prenez à travers, je prends juste l'exemple le plus banal que j'ai donné, l'achat de la pirogue. L'achat de la pirogue, on avait mis ça dans le plan d'action où on doit sensibiliser la communauté à mobiliser les 10 communautés, chacune devait contribuer à hauteur de 10 000 francs. Les 10 villages qui sont rattachés à ce CSI, chaque village va donner 10 000 francs. La sensibilisation au niveau de ces villages a permis de mobiliser ces fonds. Qu'est-ce que la communauté fait? Le Mégari, le chef du village, autant pour moi, essaye de conscientiser la communauté à donner. Maintenant, lui, le caissier, il est là, il est dans le noyau communautaire. Chacun, à ce qui le concerne, la charge est de payer 25 francs ou 50 francs en tenant compte de la charge de son ménage. Et automatiquement, on a pu mobiliser ces fonds pour acheter la pirogue. En plus de cela, quand nous prenons la mobilisation au niveau communautaire, quand il s'agit de la construction, n'est-ce pas, il y a des choses qu'il faut payer. Les choses qui seront payées, obligatoirement, il faut mobiliser les fonds pour les faire. À travers les diasporas, à travers les gens qui sont au niveau du village, et chacun s'engage à dire, moi je veux te donner telle chose, moi je vais donner telle chose, et que le trésorier, il fait le tour pour mobiliser ces montants. Ça, c'est le besoin en argent liquide. Maintenant, par rapport à autres où c'est vraiment la construction. Maintenant, on essaie de matérialiser la main-d'œuvre qui a été utilisée pour faire la chose. Maintenant, pour quantifier cela, c'est la communauté elle-même qui dit, logiquement, on avait travaillé avec 8 personnes et pour 8 personnes qui vont travailler à longueur de journée, ils ont droit à un montant de 2 000 francs. Et que ça, c'est une force physique qui a été mobilisée et le montant est écrit. C'est à travers cela qu'on essaye de comptabiliser la contribution de la communauté. Ça, c'est par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième question, c'est par rapport, c'est vraiment là où vous avez demandé comment on a fait pour mobiliser les élus locaux. Pour rappel, Chiwa et moi, on est tous des spécialistes dans le plaidoyer. Qu'est-ce que nous faisons? Toute activité que nous faisons un feedback à ces élus locaux pour leur dire voilà ce qui a été fait, voilà ce que la communauté a fait. En faisant ma présentation, je l'ai déjà dit, quand on partait en suivi, quand on avait invité le maire lui-même à nous accompagner lors de ce suivi en présence de ces EMC, les EMC, c'est l'équipe de la mobilisation communautaire qui est composée de tous les services techniques. On a fait ce suivi avec lui-même et qu'il a vu ce que la communauté a fait, la construction de cette suite de couches. Alors, il s'est dit, comme la communauté elle-même, elle s'est engagée à faire cela, moi-même, je m'engage à équiper cette suite de couches à lit et matelas. Donc, voilà vraiment les stratégies à travers lesquelles nous faisons pour pousser les autorités administratives à accompagner cette activité de mobilisation communautaire. Je pense que Choua aussi pourra compléter. Merci. Merci. Donc, pour un peu compléter ce que Younous vient de dire, effectivement, il a bien retracé comment nous avons procédé à l'implication des élus locaux.
comment nous avons pu capter la contribution au financement des communautés. Donc, par rapport à l'implication des élus locaux, ils sont impliqués au suivi et d'autres sont même membres de l'équipe multisectorielle de mobilisation communautaire. Donc, lors des missions de suivi, de monitorage, ils sont impliqués et on passe en revue toutes les activités réalisées au niveau communautaire avec eux en leur présence. Donc, c'est que quand j'ai présenté, j'avais parlé de la question de la redevabilité sociale. C'est là où ils vont voir qu'ils sont interpellés à agir au nom de leur communauté, vu l'engagement de leur communauté à mobiliser des ressources dans la limite de leurs moyens pour résoudre certains problèmes. La mairie aussi se sent vraiment qu'elle a le devoir d'accompagner cette communauté qui s'est engagée à faire des actions moyennant ces moyens. Donc, c'est des questions de redevabilité sociale qui amènent vraiment les mairies à contribuer dans la mise, dans la dotation aussi de certaines structures qu'on vient de partager, comme Inoussa l'avait souligné. Et au-delà, comme ils sont impliqués dans le suivi, on partait même au-delà, au niveau même dans certains villages, ou pour qu'ils voient ce que les communautés sont en train de faire. Et partant de cela, je vais donner l'exemple d'un village où la communauté n'avait pas l'initiative de faire la collecte de fonds à travers le comité de gestion. On les avait organisés pour redynamiser le comité de gestion. Maintenant, à travers la vente de l'eau, ils ont pu collecter au-delà de 300 et quelques mille dans leur caisse. Mais la seule pompe à motricité humaine qui est au niveau de leur village ne couvre pas le besoin du village. Et en ce moment, vu leur engagement, le maire a pris l'engagement de les accompagner à travers la réalisation d'une seconde PMH. Donc, c'est des actions comme ça qui amènent les élus locaux à s'engager, qu'ils sentent qu'ils sont redevables envers cette communauté. Et par rapport aux contributions au financement des communautés, je vais vous donner un exemple dans un village où les villageois eux-mêmes ont réalisé sur fonds propres 2 pompes à motricité humaine. Et c'est un village qui est rattaché à une aire de santé où, dans ce village, le problème d'eau est vraiment crucial. Et maintenant, les gens se sont organisés pour dire que déjà, la pompe qu'on a au niveau du village là où il se ravitaille ne couvre même pas le besoin du village site. Comment nous qui sommes rattachés à ce village-là, au village voisin, comment nous allons nous organiser pour que nous soyons indépendants, nous aussi. C'est comme ça qu'ils se sont organisés. Ils ont instauré un système de collecte mensuelle pour collecter 800 000 dans un premier temps pour réaliser une pompe artisanale de motricité humaine pour ravitailler leur village en eau. Et quand ils se sont rendus compte que cette première pompe ne peut pas couvrir encore le besoin, puisque c'est des agro-passeurs, ils font de l'agriculture, ils font de l'élevage aussi. Il y a la consommation humaine et la consommation de leur bétail. Donc, en ce moment, ils ont encore pris l'initiative de réaliser de foncer une autre pompe et ils ont collecté une somme de 800 000 pour encore foncer une deuxième pompe. Donc, ce qui veut dire que ce village a contribué à hauteur de 1,6 million sur fonds propres, sans aucun appui de l'État ou bien de la commune. Et je vous assure que le maire de la commune auquel le village-là est attaché s'est déplacé en personne pour aller féliciter ces villageois-là pour leur engagement par rapport à la résolution de leurs problèmes au niveau local. Merci. Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment compléter par rapport à ça. Tellement, comme vous l'avez dit, on avait beaucoup d'histoires de succès, mais comme le temps est un peu limité, même par rapport à la présentation, on n'a pas pu aller en détail, on a juste effleuré, mais sinon, on a beaucoup de choses à partager avec l'assistance. Merci. Merci Ousmane. Nous apprenons beaucoup de choses, bien évidemment, depuis que nous avons commencé ce webinaire avec cette riche expérience de Save the Children Niger et nous apprenons vraiment des choses exceptionnelles. Je pense qu'on a eu grâce pour avoir ce moment et donc le temps n'a pas été un grand défaut pour ne pas apprendre quelque chose. Nous avons bénéficié beaucoup de choses, même si on n'a pas pu citer beaucoup de ces belles histoires de Save the Children Niger, mais on a eu quand même
des belles histoires aujourd'hui. Donc, toujours dans cette série de questions, des échanges, comme je l'avais signifié tantôt, vous avez aussi la possibilité de laisser vos questions dans le chat. Nous avons beaucoup de nos différents responsables, des experts en engagement communautaire, de Brief Flow Action qui sont en ligne avec vous, qui déjà répondent aux différentes questions que les gens laissent aussi dans le commentaire. Donc, je tiens à remercier M. Télésphore pour ces réponses qu'il apporte dans le chat, à Renouka, merci aussi à Lydie, à tout le monde. Voilà. Donc, pour poursuivre, il y a des personnes aussi qui ont laissé des questions dans le chat, des très belles questions. Donc, je peux dire aussi que c'est un échange et donc tous nos différents collègues de Save the Children aussi, s'ils le souhaitent, ils pourront peut-être ajouter des éléments aux différentes questions sans problème. Donc, au cas où M. Télésphore souhaiterait prendre la parole. Donc, une question est que quelle définition peut-on donner à l'engagement communautaire et à la mobilisation communautaire? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que l'engagement communautaire et qu'est-ce que la mobilisation communautaire? Et la personne demande, est-ce qu'il y a des étapes ou des outils, des étapes à respecter ou des outils pour réussir un engagement communautaire? Donc, on a vu que vous avez cité les 7 étapes. Est-ce qu'il faut réellement, pour réussir un engagement communautaire, respecter ces étapes? Et quels sont les outils qui doivent nous accompagner dans la réussite d'un engagement communautaire? Donc, la première question, qu'est-ce que l'engagement communautaire et qu'est-ce que la mobilisation communautaire? Et ensuite, y a-t-il des étapes à respecter ou des outils pour réussir un engagement communautaire? Ousmane Maman. Merci Jean-Jacques pour cette question. La mobilisation communautaire selon Save the Children est le processus de renforcement des capacités à travers lesquels les individus, les groupes communautaires ou des organisations planifient, exécutent et évaluent les activités sur une base participative et soutenue afin d'améliorer leur santé, leur éducation et d'autres besoins, soit de leur propre initiative, soit stimulés par d'autres. Ça, c'est la définition de la mobilisation communautaire telle que définie par Save the Children. Par rapport à l'engagement communautaire, c'est un processus dans lequel s'instaure un partenariat entre le gouvernement et les communautés locales pour la planification, l'exécution et l'exploitation des activités sanitaires en vue de tirer parti de l'accroissement de l'autoresponsabilité locale et du contrôle social sur l'infrastructure, la technologie des soins de santé primaire. Ça, c'est la définition donnée par l'OMS. Donc, par rapport aux étapes, comme nous l'avons déjà annoncé, pour qu'une activité d'engagement communautaire soit efficace, vraiment, il faudrait respecter les 7 phases de ce processus qu'on avait déjà partagé au début. Mais j'avais déjà annoncé au moment, par exemple, si c'est un programme qui est déjà en cours de mise en œuvre et qu'il souhaite vraiment adopter cette approche de cycle d'action communautaire, il y a un moyen d'adopter à partir de la 3e phase, sans pour autant passer à partir de la 1re et la 2e phase, mais il peut adopter le cycle, cette approche-là à son programme à partir de la 3e phase, en pensant que déjà le niveau programmatique a été assuré au niveau de la 1re phase et l'entrée dans la communauté a été déjà, cette étape a été déjà suivie par le programme. Donc, mais l'étape 3 là est vraiment obligatoire. Sans passer par ça, on risque de passer à côté. Merci. Merci, merci Ousmane pour ces détails. Donc, je pense que là, c'est maintenant clair. On a une idée claire, bien détaillée de ce que c'est que l'engagement communautaire et la mobilisation communautaire.
Il y a aussi une question très intéressante en ce qui concerne la pérennisation des actions au niveau communautaire. On raconte très souvent que les activités au niveau de la communauté vivent en fonction du projet. Ce qui veut dire quoi? Lorsque nous avons un projet et nous menons des activités dans la communauté, on va voir que la communauté est impliquée, tout fonctionne bien. Par contre, lorsque ce projet finit et que le partenaire se retire, il n'y a plus de continuité. Donc, on a cette question dans le chat. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a la pérennisation de les différentes actions que nous menons au niveau des différentes communautés au Niger? Merci pour la question. Sinon, elle est bien pertinente. Dans le cadre de la mobilisation communautaire, vous avez vu qu'il n'y a pas une partie du cycle d'action communautaire où on avait dit que c'est un partenaire qui va faire ou bien c'est Breakthrough qui va faire. Toutes ces étapes ont été détaillées pour montrer que c'est la communauté elle-même qui est responsabilisée. Et quand vous faisiez juste une petite référence avec la définition qui a été donnée par Chua dans le cadre du cycle d'action communautaire et dans la mobilisation communautaire, on voit clairement l'implication de la communauté et que les choses qu'on est en train de vouloir faire peuvent être une chose que nous avons orienté la communauté comme une chose que la communauté elle-même s'est orientée à faire. Alors, c'est bien clair, quand il s'agit d'une activité qui ne demande pas l'implication parfaite de la communauté, quand l'institution va se retirer ou quand l'activité va finir, ces bonnes choses vont finir, alors à ce niveau, pratiquement toute l'activité est faite avec l'implication de la communauté. L'implication de ces chefs de village qui sont déjà engagés à accompagner la communauté à bien faire et les élus locaux qui sont déjà là au niveau de la communauté accompagnent la communauté. Moi, je pense que l'idée de la pérennisation est acquise. Je ne sais pas si Chua a quelque chose à ajouter par rapport à la pérennisation. Bon, moi, ce que j'allais... C'est bon. Oui, Chua, allez-y. Chua peut aller et puis je vais venir après. Ah non, c'est bon, docteur, allez-y. Non, mon intention, ce n'était pas de tout. Vas-y avec ton idée, je vais ajouter. OK. Bon, juste une idée pour ajouter pour les questions de pérennisation. C'est vraiment un aspect qui est c'est un défi partout, dans tous les pays. Et ce que Younous vient de dire par rapport au fait que c'est les communautés elles-mêmes qui sont mises au devant, c'est vraiment ça la première condition pour la pérennisation. Mais une autre condition non négligeable, surtout que nous travaillons dans un secteur de la santé et qu'il s'agit de partenariat entre les communautés et le système de santé. Une condition essentielle, vraiment, c'est le fait que le système de santé devrait prendre cet aspect du travail-là à son propre compte. Par exemple, la mise en œuvre du cycle, que ce soit le cycle d'action communautaire ou n'importe quelle autre méthodologie d'engagement communautaire, devrait faire partie du plan et du budget, par exemple, du district, si on prend le district au niveau opérationnel, afin que s'il n'y a pas un projet, que l'équipe cadre du district ou l'équipe de la zone sanitaire, selon les pays là où nous sommes, que ces gens-là, le responsable en santé communautaire ou bien le responsable de la communication du district ait un plan de travail qui intègre l'engagement communautaire, aussi bien en termes de méthodologie technique qu'en termes aussi de fonds minimal pour pouvoir assurer le financement des activités. Les comités de gestion doivent être supportés pour l'élaboration de leur plan d'action.
et ils doivent être supportés, ils doivent être accompagnés dans la mise en œuvre de ces plans d'action. Donc, comment faire pour que ça continue chaque année selon le cycle de planification du ministère de la Santé, sans qu'un projet ou une ONG ne soit derrière? Ça relève du leadership vraiment de l'équipe de district, quoi. Et si on arrive à... C'est pour cela qu'on essaie, dès le départ, ils ont parlé d'équipe de mobilisation communautaire, là où le district est vraiment dans le fauteuil de chauffeur pour ce processus-là. Donc, s'ils l'intègrent, ils planifient, ils budgétisent, les autres partenaires peuvent venir en complément, quoi, pour boucher les trous qui sont ça et là. Merci beaucoup. Merci, Dr. Teresford, pour votre contribution. Nous pendons vers la fin de ce webinaire. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont été dans le chat que j'ai collectées. Si nous n'avons pas pu répondre à certaines des questions, je vais envoyer aux présentateurs qui vont répondre par écrit, et lorsque je vais vous partager l'enregistrement de ce webinaire, vous aurez la réponse. Donc, à la dernière question, nous avons la main de Barry qui est levée. Après ça, c'est la dernière question et je vais passer après cette question. Nous serons à la fin, donc je donnerai des informations que nous avons à notre niveau en ce qui concerne les opportunités de renforcement des capacités en CSC. Donc, Barry, vous avez la parole. Merci. OK, merci beaucoup. Je m'appelle Aïla Mabari, je suis spécialiste communication, genre, égalité à plan international Guinée. J'aimerais d'abord, avant de poser ma petite question, d'ajouter sur les questions de pérennisation, ce que le docteur vient de dire. C'est d'utiliser aussi, parce que j'ai vu les engagements ou le témoignage des jeunes et envié par rapport à la planification familiale. Donc, je pense que dans les interventions, ce sont des modèles. Donc, ces modèles-là, il faut les aider à se constituer en groupe et qu'ils arrivent vraiment à être renforcés en capacité pour la pérennisation et qu'ils arrivent à avoir leur plan d'action propre à eux pour que vraiment qu'ils puissent appuyer le district dans lequel ils évoluent, le centre de santé par lequel ils évoluent par rapport aux actions de santé. Et je pense que si on les renforce en capacité et qu'ils ont leur plan d'action opérationnel, à part le groupe d'action local, le groupe d'action communautaire, je pense qu'ils vont beaucoup aussi aider et puis essayer de les encourager parfois même à travers les satisfaits. Ce sont des modèles dans les communautés. J'ai une petite question par rapport aux interventions. Est-ce que dans les interventions, vous avez pensé par rapport aux enfants malnutris aussi? Et parce que dans les interventions, je n'ai pas vu ce point mentionné et qu'on est en train ici de faire la promotion de la santé. Et je pense que la nutrition fait partie de la promotion de la santé. Et je pense que l'enfant doit être complètement vacciné, dormir sous moustiquaire et tant d'autres. Est-ce qu'on a pensé à la malnutrition des enfants? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce qu'on a pensé à l'enregistrement des naissances des enfants? Parce que c'est un paquet intégré. Dans nos interventions, je pense que ce sont des aspects qu'on doit prendre en compte au sein de la communauté en posant des actions, que ce soit des actions vraiment complètes sur le terrain, que tous vont ensemble pour que l'enfant rentre aussi dans ses droits. Et la troisième question, j'ai vu les focus group, mais je n'ai pas très bien regardé, est-ce que c'était pendant les dialogues communautaires et autres. J'ai vu les focus group où tout le monde se sont réunis. Je ne sais pas si c'était pendant les enquêtes, parce que c'est important parfois d'écouter les femmes à part, les jeunes à part et les sages à part, parce qu'il y a trop de préoccupations que les femmes ont, mais qu'elles ne peuvent pas s'exprimer devant les hommes. On connaît, nous sommes en Afrique, on connaît notre société un peu, et par rapport aux influences des hommes par rapport aux femmes. Est-ce qu'on a tenu compte un peu de ces aspects-là?
Donc, je pense que je vais me limiter là pour ne pas aller trop loin. J'ai d'autres questions qui sont déjà prises en compte par mes prédécesseurs. Je vous remercie. Merci Barry. Donc, très rapidement, je donne la parole à nos présentateurs, Ousmane et Maman. OK, merci Jean-Jacques. Donc, par rapport à la première question de Madame Barry, par rapport à la malnutrition des enfants, il y a, par exemple, au niveau des CSI ou dans les villages, la question de la malnutrition de la mère et des enfants a été identifiée comme problème de santé au niveau de ces villages. Et là aussi, dans leur plan d'action, ils ont prévu des activités vraiment pour pouvant concourir à la résolution de ces problèmes au niveau de leurs villages respectifs. En plus de cela, comme nous avons déjà annoncé, au niveau de nos zones d'intervention, on travaille en collaboration avec les IP du SAID, comme par exemple le programme Wadata ou le programme GIRMA, qui font la distribution aux femmes enceintes et allaitantes des CSB pour vraiment appuyer ces femmes-là dans la prise en charge de la malnutrition, que ce soit pour la femme ou pour l'enfant. Maintenant, ça, c'est en lien. Maintenant, au niveau, c'est pris en compte dans certains villages et dans certains villages, ils ne sont pas pris en compte parce que ça n'a pas été identifié comme problème prioritaire là-bas. Donc, concernant l'enregistrement des naissances, dans l'équipe multisectorielle de mobilisation communautaire, au niveau de chaque district, le directeur départemental de la protection de l'enfant est membre de cette équipe. Et il suit de près ces actions d'enregistrement des naissances, que ce soit en collaboration avec l'équipe d'état civil au niveau départemental. Je crois qu'il y a des enregistrements qui se font au niveau des CSI. Ça, c'est pour prendre en compte. Par rapport au focus group, c'est les images que vous avez vues, c'est des réunions de monitorage, c'est des rencontres de monitorage, et aussi il y a des images pour l'évaluation, pour la rencontre préparatoire de l'évaluation. C'est avec les membres du groupe d'action communautaire et avec l'équipe multisectorielle de mobilisation communautaire. Ce sont ces images-là que vous avez vues. Mais sinon, ce ne sont pas des enquêtes spécifiques au niveau des villages. C'est des réunions qui se sont tenues avec les acteurs pour la mise en œuvre des activités. Merci. Je ne sais pas si Younoussa a des compléments. Merci, Chiwa. Vraiment, le complément que j'ai, c'est la première question dans laquelle elle demande si on n'a pas touché de doigt la partie de la malnutrition. Effectivement, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une priorisation. Lors de l'exploration de problèmes, il y a là où la malnutrition était ressortie. C'est vraiment des zones où les partenaires, ça interviennent. Et automatiquement, une fois un problème de malnutrition est recensé au niveau d'un village, il y a déjà des groupes care group, c'est des groupes santé nutrition qui sont là, qui ont pour objectif vraiment la démonstration culinaire et aussi l'encouragement des femmes dans les jardins de cases. Vraiment, ces paramètres ont été bien pris en compte et qu'il y a des parties où la malnutrition a été largement traitée, mais seulement en donnant quelques exemples, on n'a pas pu mettre vraiment la partie de la nutrition. Sinon, vraiment, la nutrition a bien été prise en compte dans cette activité d'engagement communautaire. Merci, c'est vraiment pertinent. Merci Hassan, merci Chiwa, merci à tout le monde pour votre présence. Merci pour cette belle présentation et merci pour ces très bonnes questions que vous avez posées. Merci à tout le monde d'avoir contribué à ce webinaire. Juste quelques informations avant de mettre fin à ce webinaire. Au niveau de Break for Action, nous avons des informations pour vous en ce qui concerne des opportunités de renforcement des capacités dans le domaine du changement social de comportement.
parce que nous apportons beaucoup plus de valeur à la question du partage des connaissances, du partage des ressources et tout ça. Et donc, pour ce qui est du cours de leadership en communication stratégique, nous avons un cours de leadership en communication stratégique. C'est un cours bien connu, un cours enseigné dans beaucoup de pays. Donc, ça, c'est un cours qui est fait par CCP, l'Université Johns Hopkins aux États-Unis. La version française aura lieu en cette année à Abidjan. Donc, je précise d'abord en Côte d'Ivoire et ensuite dans la ville de Jacquesville en Côte d'Ivoire. Ça sera du 15 au 16 juin 2023. Et donc, Jacquesville est une belle petite ville balnéaire à 2 heures de route d'Abidjan. Donc, nous vous prions de postuler dès maintenant parce qu'il n'y a seulement que 30 places disponibles pour tous les pays francophones. Donc, seulement que 30 places disponibles. Donc, commencez à postuler, à soumettre votre candidature dès maintenant. J'ai partagé le lien pour le site où vous pouvez postuler à ce cours de leadership en communication stratégique organisé par l'Université Johns Hopkins. Pardon, organisé par le Centre des programmes de communication, CCP. Deuxièmement, Brief for Action aussi a un nouveau site pour vous permettre d'accroître vos connaissances en CSC. Donc, ce site est lancé en début décembre. Donc, nous vous invitons à suivre des cours et à partager aussi le lien auprès de vos différents collègues, amis et connaissances afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cette ressource-là. Et donc, tous ces liens, je les ai partagés dans le chat. Très bonne information pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la SCPF. Donc, Brief for Action lancera à partir du 19 avril 2023 un nouveau cours hybride sur la segmentation en planification familiale. Et donc, nous avons aussi également 30 places disponibles pour ce cours hybride. Et donc, nous vous prions de postuler en remplissant le formulaire que j'ai partagé dans le chat avant le 4 avril 2023. Et donc, là, vous avez aussi la possibilité de suivre gratuitement un cours sur la segmentation dans le domaine de planification familiale qui est disponible sur le Global F e-Learning Center. Donc, j'ai partagé bien évidemment aussi le lien dans le chat. Aussi, pour bénéficier des ressources CSC de haute qualité, nous vous encourageons d'utiliser le Compass, qui est comme une bibliothèque pour toute personne travaillant dans le domaine du changement social et du comportement. Aussi, j'ai partagé le lien dans le chat. Donc, merci à tous, merci à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous, ça dépend de là où vous êtes. Merci et à très bientôt. Merci, à très bientôt. OK, merci à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.